Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Paul. Salut Paul. Salut, c'est impressionnant cette capacité que tu as à réussir à faire ton intro du premier coup. Ah bah c'est des années de pratique et des années d'apprendre par cœur des phrases extrêmement stéréotypées qu'on a écrites pour l'occasion. Mais t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que les intros de Pragmastic sont pas bonnes. Est-ce que tu veux te présenter, Paul ? Bah moi c'est Paul. Dans la vie je fais des trucs pas très intéressants. Enfin professionnellement parlant j'entends. Et en dehors de mon boulot, je produis 2 podcasts qui sont probablement voués à devenir, je pense, dans le top 100 des meilleurs podcasts du millénaire. Clairement. Donc Pragmastic, et je produis un autre truc qui s'appelle Hot Takes et Slow Burn, je sais pas si vous connaissez, mais j'en doute. Ou du moins j'espère. J'en ai entendu parler, c'est un peu le bordel, mais c'est prometteur. Ouais, ça apporte plus de trucs que l'autre podcast là déjà. Donc j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Ah bah écoute, on croise les doigts. Là, vous ne nous voyez pas croiser les doigts, mais ils sont croisés. C'est ça, à mort. Envoyez de l'argent. Beaucoup. Plein. Du coup, Paul, la raison Ouais. pour laquelle je t'ai invité pour cette émission, c'est pour parler d'un sujet qui, je sais, être cher à ton cœur. C'est les roguelikes et les roguelites. Est-ce que tu voudrais dire à nos chers auditeurs, nos chères auditrices, en quoi consiste ce genre de jeu vidéo ? Alors le roguelike ou le roguelite ? Parce que du coup je vais déjà être chiant dès le début. Alors, ce que je te propose, Ouais. tu nous fais une définition du roguelike, Ok. et ensuite tu nous expliques quelles sont les déviations qui font que c'est un roguelite et pas un roguelike. Ok, très bien. Alors, le roguelike, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. Il faut savoir que ça se base sur un jeu qui s'appelle Rogue, qui est sorti il y a très très longtemps sur des micros à l'époque où les cartes graphiques, on savait même pas encore les prototyper. Et c'était un jeu, en fait, où on avait de l'exploration. Et on avait surtout une particularité qui était le permadeath. Et le permadeath, qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, c'est qu'à chaque fois que vous terminez votre run du jeu, que ce soit en la gagnant ou en la perdant, vous allez redémarrer du même point avec les mêmes outils, parce que de toute manière, la structure des donjons et de ce que vous allez trouver est aléatoire, ou en tout cas basée sur des règles qui vont vous permettre d'identifier que, je prends l'exemple très bête de Binding of Isaac, qui a beaucoup de mécaniques du roguelike à la base, vous allez finir par identifier que vous avez toujours une salle secrète prise en sandwich entre 3 salles. C'est aussi bête que ça. Et du coup, après, on peut... Enfin, ça, c'est pour la définition du roguelike, pardon. Et pour le roguelite, on va plutôt se baser sur donc, des idées qu'on va trouver dans Rogue, donc le permadeath, etc., etc. Mais le roguelite, lui, va proposer quelque chose en plus de ça qui va altérer en fait un petit peu la philosophie de base, qui sont que par exemple, je vais prendre un exemple très parlant de roguelite pour de vrai, c'est... Merde, comment il s'appelle ? Celui avec le chevalier là, merde. Rogue Legacy ? Rogue Legacy, voilà, merci. Putain, t'as vu, c'est bien, j'ai travaillé cette explication. Donc ouais, je peux prendre l'exemple de Rogue Legacy qui du coup, entre chaque mort, va permettre à votre personnage ou à autre chose, en fait, d'opérer des modifications définitives sur votre manière de runner le jeu. Du coup, plus de vie, par exemple, plus de dégâts de base avant d'entrer, etc., etc. Ça va plus être la définition du roguelite, qui va en fait plus souvent avoir un système de progression, finalement.
qui n'est pas un système de progression dépendant des capacités, des connaissances du joueur. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, en très très rapide. Ok. Alors, question subsidiaire, mais je pense que ça vaut le coup de la poser. Est-ce que tu penses que cette distinction est assez importante pour avoir le besoin de la rappeler? En fait, si tu veux, j'ai plus... Pas... Enfin, la différence entre les deux, ça va dépendre vraiment de jeu à jeu. Tu vois, par exemple, un jeu que je considère être un vrai roguelike, pour le coup, ça va être Slay the Spire. Il n'a pas le gameplay nécessairement d'un rogue, mais on va avoir au début de chaque aventure, nonobstant le petit bonus qu'on peut avoir au début, on va toujours partir avec les mêmes cartes. Donc c'est important de faire la différenciation entre le roguelike et le roguelite. Après, pour les différences entre d'autres jeux, je parlais de Binding of Isaac tout à l'heure. Tu prends Binding of Isaac ou Enter the Gungeon, les deux vont te donner des outils, pas nécessairement au départ, mais en tout cas vont te débloquer plus d'objets, donc plus d'armes, des trucs plus ou moins bien à chaque fois, vont te donner plus d'options. Est-ce que tu peux vraiment estimer que tu as une courbe de progression en débloquant des objets? Oui, un peu, mais pas nécessairement tout le temps. Donc des fois c'est un peu flou, des fois ça a un intérêt de le définir. Après, est-ce que tu peux vraiment différencier de base un roguelike d'un roguelite? Ça va être beaucoup de cas par cas. Par contre, il y a des cas où dans l'industrie, et ça je l'avais déjà dit dans l'épisode de Pragmastic qui était consacré à Hades, que des fois il y a des appellations roguelike ou roguelite qui traînent, qui sont pour moi, en tout cas à mon sens, pas nécessairement justifiées. Donc je préfère en fait différencier un roguelike ou roguelite de ce qui n'est pas un roguelike plutôt que de différencier les deux catégories, quoi. Je vois. Ce qui est intéressant, c'est que tu as pris comme exemple Slay the Spire, et je me permets de pas être Ouais. complètement d'accord avec toi sur la catégorisation que tu en as faite, parce qu'il se trouve que dans Slay the Spire, donc un jeu qui reprend les caractéristiques du roguelite, hein, on commence au début, et si on meurt, on doit recommencer tout au début, et si on arrive à battre le dernier boss, et ben on doit aussi recommencer tout au début. Le truc, c'est que les cartes que tu peux débloquer au cours d'une partie changent au fur et à mesure que tu progresses. Oui. Et donc, Oui, c'est vrai, mais du coup, en effet, ouais, tu as raison là-dessus. C'est juste que moi, en fait, j'ai tellement tout débloqué il y a très longtemps qu'à chaque fois que je joue, au final, j'ai plus de nouveau contenu. Mais oui, effectivement, cette première partie de progression, en effet, elle te rappelle plus du roguelite. voilà. Et Et oui, je vois où tu veux en venir. pour les gens qui ont rincé Slay the Spire dans tous les sens, je suis ravi de leur annoncer que personnellement, après 70 heures de jeu, je plafonne à Ascension 3 avec Ironclad, et je me tape la tête contre les murs à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose. C'est génial. Je disais ça pour Ouais, montrer c'est à quel dur, point j'étais c'est dur. legit. MLG, Slay the Spire. Je te Euh, mettrai un honk si tu veux. Du coup, alors ouais, la moniale, c'est sympa, mais c'est compliqué aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler stratégie, on est là pour distiller les cerveaux ça. et rincer les opinions. Du coup, Avec les aficionados. Ouais, avec, non, ça marche pas, ça ne rime pas, du coup. avec Mais mon ok. aficionado du jeu vidéo, Ouais. Crossover. le crossover est complet. Du coup, là où je voulais en venir, c'est que Oui. moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de jeu. C'est sa capacité à retenir l'attention de la personne qui joue. À faire en sorte que quand tu joues au jeu, que tu aies réussi ta partie ou pas, tu es toujours extrêmement tenté de te dire allez, j'en refais une petite. Je sais pas si tu Ah as... oui, Je sais c'est. pas si toi Ouais, t'as c'est de la été... rétention. Ouais, C'est de mais la prise d'otage. C'est un peu de la prise d'otage, oui. il y a quelque chose de l'ordre de la prise d'otage, effectivement. Il y a très longtemps, j'avais vu dans un extra credits que du point de vue de l'industrie, l'objectif d'un jeu, ça n'est pas d'être amusant, mais de créer de la rétention. Alors, c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'étais sur Twitter juste avant qu'on enregistre. Et il y avait des mecs justement qui étaient en train d'avertir parce que Stadia, donc
je sais même pas si c'est un studio, mais la solution en fait de jeu par abonnement là, de Game as a Service de Google a commencé à parler un petit peu du fait qu'ils allaient peut-être commencer à rémunérer les développeurs en fonction de la rétention et non plus des téléchargements ou autres. Donc c'est rigolo que t'en parles. Effectivement, c'est Euh, important d'avoir cette rétention du joueur à terme. oui, après, moi, je suis très surpris d'entendre que Stadia a encore l'ambition de faire de l'argent, mais c'est- Je pense surtout qu'ils essayaient de sauver les meubles pour le coup, mais ouais, je l'un pense que comme l'autre me font rire. ouais, c'était bien, bien tenté, les gars. On va avoir un discours extrêmement toxique envers le consommateur pour être sûr qu'on va avoir plein de flouze. Ouais. Surtout envers le développeur aussi, parce que du coup, ils sont payés en fonction de ça. Oui, c'est vrai, cela dit, bon, euh, le développeur, au-delà Ouais, de du sa coup, vision ça pose artistique, beaucoup. est-il Ouais, vraiment... mais ça pose beaucoup de problèmes aussi par rapport aux jeux narratifs, par exemple. Tu vois, j'ai fait What Remains of Edith Finch sur le Game Pass. Euh, Si on avait payé Annapurna par rapport au temps que j'ai passé sur le jeu, ils auraient pas gagné grand-chose, tu vois. Tu peux C'est même vrai. multiplier ça par Et, 200, c'est pareil. et du coup, on se serait demandé What Remains of Edith Finch. Mais Waouh, cette petite t'as réussi à le faire parenthèse... sans fourcher. oui, mais ça, c'est les professionnels de la radio, ça, mon bon monsieur. Donc, Ah ouais, je suis impressionné. là où je veux en venir, c'est que cette capacité de rétention très forte qu'ont les roguelikes et les roguelites, j'ai essayé de me demander d'où est-ce que ça venait. Qu'est-ce qui faisait que ça marchait si bien? Pourquoi, après m'être fait rosser pour la 5e fois d'affilée à Slay the Spire, j'avais quand même envie d'y rejouer? Et je me suis rendu compte que ça avait peut-être, de manière très indirecte, quelque chose à voir avec les conventions esthétiques qu'on retrouve le plus souvent dans ce genre de jeu. Ironiquement, Slay the Spire n'adhère pas tout à fait à ces conventions esthétiques, mais je suis sûr que tu vois de quoi je parlais, qu'il s'agisse Non, de Enter the absolument Gungeon, pas. de Nuclear Throne ou de Crypt of the Necrodancer. Ce sont souvent des jeux avec une esthétique pixel art qui n'est pas sans rappeler les grandes heures de nos consoles 16 bits. Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo et autres vieilleries Ah, pour les gens les plus jeunes. tu penses qu'il y a de la nostalgie là-dedans? Bien sûr qu'il y a de la nostalgie, mais pas forcément la nostalgie qu'on croit. Et c'est ça qui m'a intéressé avec les roguelites. Parce que si tu regardes de plus près, quand on jouait à nos jeux sur console à l'époque, les fichiers de sauvegarde sur les cartouches de ces jeux, en général, c'était des choses nouvelles et parfois même carrément exotiques. Et pour la plupart de ces titres, il était très compliqué, voire impossible, de maintenir la progression qu'on pouvait avoir sur une partie. Je me rappelle par exemple, à une époque qui était encore au Mario XXe Bros, siècle. quoi. Alors l'exemple personnel que j'ai en tête, c'était une partie de Sonic Spinball sur Mega Drive. Ouais, mais parce que toi, tu fais partie enfin, ces gens-là, quoi. Oui, mais T'es libre, hein, t'es libre. Mais voilà. encore heureux. Merde. Non, mais là où je voulais en venir avec cette anecdote, c'est que j'étais en train de jouer à Sonic Spinball parce que bon, voilà. Je dis pas que j'avais raison d'y jouer, mais j'étais en train d'y jouer. J'étais au niveau 3 sur 4, mais c'est un jeu où si tu sais pas ce que tu fais, il est notoirement difficile de le terminer. Et, euh, et c'était l'heure de retourner à l'école. Il était bientôt 14h. Et j'étais jamais allé aussi loin dans le jeu, et du coup, j'avais prévenu mes parents, éteignez pas la Mega Drive, s'il vous plaît, je vais à l'école, mais quand je reviens, je veux finir ce 3e niveau, et si tout roule bien, je pourrais finir le 4e niveau, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Et je suis allé à Tu leur l'école. disais vraiment ça comme ça? Tu disais vraiment ta phrase par on verra ce que l'avenir nous réserve? Non, j'aurais juste dit n'éteignez pas la Mega Drive, mais là n'est pas la question. Ah, ça me La paraît question, étrange aussi. c'est que à l'époque, donc je suis allé à l'école, et quand je suis retourné à la maison depuis l'école, quand je suis allé à la Mega Drive,
eh bien, le jeu s'était arrêté. Et Ah, une enquête rapide m'a montré que ce n'était pas la faute de qui que ce soit dans dans le domicile, c'est juste que la Mega Drive va pas supporter d'être resté allumé en pause pendant 2 heures, c'est des choses qui arrivent. terrible. Et j'ai perdu ma progression sans que ce soit de ma faute. Et ce genre de mésaventure, avec un fichier de sauvegarde, ça n'arrive pas. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, voilà, c'était une époque où on était habitué à pas forcément avoir des moyens de garder notre progression. Les jeux étaient aussi plus courts, mais les finir d'une traite, c'était quelque chose qui relevait du challenge. Et si on faisait un game over avant d'arriver au bout, on était très tenté de se dire, allez, je réessaye, peut-être que cette fois-ci ça va le faire. J'ai bien appris comment fonctionne le jeu, même si mon personnage en pixel art n'a pas progressé, moi, avec ma manette, j'ai progressé, et peut-être que cette connaissance accrue des systèmes de jeu va être suffisante pour me permettre d'arriver au bout cette fois-ci, bien que je reparte du début. Et là, tu vois, je pense que l'affiliation avec le roguelike, eh bien, elle commence à apparaître dans ce raisonnement-là. Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je vois à peu près, ouais. Et le deuxième truc qui pour moi est vraiment très fort avec la capacité de rétention des roguelites, ça va être cette capacité qu'ont ces jeux à donner l'illusion que tu contrôles ton temps de jeu. Parce que comme une partie a une durée finie, tu te dis que tu peux te projeter dans comment va se passer ta session de jeu et donc que tu as le contrôle sur quand tu vas t'en extraire. Et ça change un petit peu de jeux narratifs notamment, où parfois tu as des tunnels de gameplay où il n'y a pas de point de sauvegarde, ou alors des cinématiques interminables qui font que tu es un petit peu pris en otage de ta session de jeu et que tu sais pas trop quand tu vas en ressortir. Hein, on pensera avec émotion à l'intro de Nier Automata ou à la fin de Metal Gear Solid 4, qui étaient un petit peu des champions dans leur catégorie respective. Ouais, oui. Oui, si, totalement. Ah, MGS4, c'est Mais compliqué. Hein. après, MGS4, moi, je l'ai fait en diagonale chez un pote, donc je me souviens pas trop. Mais oui, voilà, l'intro de Nier Automata, voilà, à un moment. Ah on retrouve aussi dans cette catégorie, d'ailleurs, l'intro de The Legend of Zelda Majora's Mask, où malgré les avertissements sur l'épilepsie qu'il y avait encore dans les manuels de jeu à l'époque, où les jeux avaient des manuels en papier, parfois même en couleur, on se retrouvait à devoir faire une C'était pas un PDF de merde que vous téléchargez sur GOG, ouais. Ah ouais, les choses ont bien Hein, changé. les Hein. enfants. Ah bah ouais, nous on s'amusait pas avec toute votre VR là, on jouait avec des rats morts et des bâtons. Et Ah, on s'amusait des heures. moi, à Noël, je recevais une orange et puis je la branchais avec un câble Péritel et puis on jouait à Pong, hein, quoi. Ah, puis y a plus de saison, hein. Infernal. C'était l'instant boomer. C'était l'instant on est yeuve. Et du coup, là où je voulais en venir avec cette idée qu'on a le contrôle de sa session de jeu, c'est que grâce à cette illusion, puisque toi, avec ton clavier ou ta manette en main, tu as l'impression de contrôler ton temps de jeu, tu es beaucoup plus tenté de le prolonger, ce temps de jeu, puisque tu as l'impression d'en avoir le contrôle. Et je pense que c'est l'autre clé de la rétention dont sont capables les roguelikes et les roguelites, et que l'aspect nostalgique n'est pas que un aspect, esthétique. un aspect esthétique, mais aussi un aspect vraiment de gameplay. D'ailleurs, ça m'a fait penser aussi à un troisième truc. C'est que il y a beaucoup de jeux d'arcade et de genres de jeux d'arcade qui ont survécu à la modernisation et à l'uniformisation du jeu vidéo. Je pense aux jeux musicaux, par exemple, ou même aux jeux de combat. Et c'est grâce à un concept qu'on appelle la frénésie de l'arcade. Tu vois de quoi je parle, je pense. Ah bah de ouf. De ouf, j'ai fait beaucoup de shoot'em up, c'est l'impression de se voir jouer. Oui, non mais oui, de fou.
Ouais, de c'est fou. cet état dit de flux où le corps réagit plus vite que le cerveau ne peut penser et où du coup effectivement on a l'impression de sortir de soi-même et de, et de se voir réaliser des manipulations extrêmement complexes sur son système de contrôle. Moi qui ai eu une très grosse période de Guitar Hero à la fin des années 2000, j'ai pu expérimenter cet état de flux avec beaucoup de puissance puisque je réalisais des solos complètement débiles sur Guitar Hero 3 et en les regardant à froid je me disais putain mais c'est comment j'ai réussi à sortir ça quoi. Moi, c'était moins le cas sur sur les jeux musicaux, parce que les jeux musicaux te laissent quasiment aucune place à l'impro. Donc t'es plus dans une exécution de par cœur, là où tu dois être plus réactif, par exemple dans un jeu de baston, quoi. Dans un shoot, c'est un peu pareil, il faut que t'apprennes beaucoup. Il y a un peu d'impro, mais pas tant que ça, quoi. Ouais je vois ce que tu veux dire, Mais salut ouais, l'état de flux je vois parfaitement ce que tu veux dire. il existe et il est là hein. Et, Ah oui, de fou. et du coup, ben voilà, ces types de jeux ont pu survivre grâce au côté vraiment addictif et vraiment euphorisant de l'état de flux. Et je pense que les roguelites et les roguelikes ont réussi à ranimer cette sensation de se dire bon, ben ça y est, cette fois je mets mon Super Mario Bros dans ma NES et cette fois je vais botter le cul de Bowser, c'est bon, c'est la bonne. Cette fois-ci je vais y arriver. Ce sentiment-là, en plus, pour autant que je sache, il n'a pas de nom, mais il est extrêmement puissant et, euh, et les jeux modernes Ouais. n'arrivent pas vraiment à l'émuler avec les Tu systèmes parles, de tu checkpoint et parles tout du ça. sentiment, tu parles du sentiment de récompense? Non, du fait de se dire cette fois c'est la bonne. Ah, moi, je l'ai moins dans le roguelike, pour le coup. Mais oui, je connais pas de nom pour ça non plus. Je suis pas sûr qu'il y en ait un. Eh bien, ici à Hot Takes et Slow Burn, une des choses qu'on fait, c'est aussi de mettre des noms sur les concepts. Alors, Ah, j'étais comment très est-ce qu'on très pourrait fan. J'étais très très fan du dernier concept. Alors, comment est-ce qu'on pourrait nommer ce concept, ce sentiment que cette fois c'est la bonne et qui nous accroche à en faire toujours une nouvelle quand on est en train de jouer à un jeu où il y a un début et une fin bien délimitée. J'ai le sentiment que votre question est rhétorique, monsieur Lamite. Parce que je suppose que si vous vous posez la question comme ça, c'est que vous en avez un. Eh bien, figurez-vous que monsieur, monsieur Yo, que, Monsieur You. que je n'ai pas trouvé de nom et que du coup, Ah merde! c'est une proposition tout à fait honnête que je te fais. Damn. Bah j'en ai pas. J'en ai pas. Parce que la sensation de me dire cette fois c'est la bonne, c'est pas une sensation que j'ai, enfin beaucoup dans le jeu vidéo, mais en tout cas pas beaucoup dans le roguelike. C'est un truc où ça va plus être, tu vois, par exemple, le dernier vrai gros cette fois c'est la bonne que j'ai eu dans un jeu qui n'est pas un jeu de baston du coup, c'était vraiment, moi je crois que c'était Dark Souls. Tu vois, Dark Souls ou un dérivé, je sais plus lequel, mais c'était vraiment sur des passages très délimités dans le temps. C'était un boss, c'était autre chose. C'est jamais une session de jeu. Tu vois, je joue Hmm. souvent quand j'ai pas trop le temps. Je fais un peu de Loopero là qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui, Euh, le jeu qui mélange des truc, tu concepts qui fais ne des devraient pas aller boucles. ensemble et ça va quand même. Ouais, c'est ça. Et ça marche jusqu'à un certain point, ouais. Mais tu vois, par exemple, pour te reprendre un exemple d'un truc un peu plus qui parlera peut-être à plus de gens que Loupiro, quand je jouais à Hades, j'ai jamais, j'ai jamais ressenti ce côté de ah ouais, là c'est la bonne. C'était pas un mindset, c'était un constat, tu vois. C'est pas c'est pas une espérance de ma part. C'est généralement quand j'en suis là, c'est juste un constat et du coup c'est pas trop une émotion que j'ai. En tout Hmm, cas pas dans le ouais. roguelike, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. peut-être parce que je sais qu'il y a il y a trop de paramètres qui changent et que une fois que tu sais que tu t'es claqué, enfin t'es craqué quoi. Donc non, c'est pas trop un truc que j'ai dans le roguelike pour le coup. Intéressant. Écoute, moi, le jeu où je me suis vraiment dit cette fois c'est la bonne pour la première fois, alors ça veut pas dire que c'était la bonne, mais ça a fini par venir, c'était Sonic 2.
Et ce sera ma hot take pour cette émission. Oh là là, si tu me dis que le roguelike c'est comme Sonic 2, mais Ah je bah, brûle le podcast. je pense que Sonic 2 porte en lui beaucoup de graines du game design du roguelite Ouais. moderne. Oh là, je suis pas d'accord. Ah, écoute, il y a tout. Il coche certaines cases. Je Et suis il d'accord, coche les mais cases je suis pas importantes. d'accord. On commence toujours au même Bah, stade. On peut pas Il y a toujours pas de prédire permades comment. dans Sonic. Ah bah quand tu fais ton game over, tu fais ton Il y a game de over, mon perma gars, game hein. over, mais il y a pas de permades. Ah oui, mais si t'es mauvais C'est au aussi jeu, une dépression du roguelike, ça. ah bah crois-moi, la pression du game over, elle est là, hein, parce que le Death Egg Zone, quand tu sais pas ce que tu fais et que t'as 9 ans, Ah ben, crois-moi. la pression du game over, c'est une chose, mais le prochain chemin que tu feras pour atteindre le Death Egg Zone sera exactement le même. Alors, justement, c'est ça Enfin, qui est beau après, dans Sonic. moi, je te dis ça sans trop connaître le LD de Sonic, parce que je suis pas du tout Mega Drive et Sonic, c'est, pour moi, c'est pas assez réactif, c'est trop lourd, donc j'aime pas. Mais je t'en prie, dis-moi tout. Ah bah les Sonic c'est des jeux avec des level design justement extrêmement complexes, avec beaucoup d'embranchements, beaucoup de chemins alternatifs, pas toujours très intéressants à prendre parce que certains sont des punitions pour ta mauvaise exécution, et en général tu es récompensé par la vitesse. La vitesse dans les premiers Sonic c'était pas une fin en soi, c'était la récompense pour avoir compris comment le jeu fonctionnait. Et du coup, parfois il y avait des choses qui allaient pas et on se retrouvait dans le mauvais chemin et puis il fallait faire avec. Et puis il y avait les Chaos Emeralds où tu n'étais pas sûr de les choper à chaque fois parce que les Special Stage étaient vraiment pas faciles et du coup, c'est pareil, t'étais pas sûr à chacune de tes parties de toutes les récupérer. Et quand tu les récupérais toutes, t'avais ton équivalent de build craqué. Je suis d'accord, mais rappelle-moi quelque chose du coup. Le minigame des Chaos Emeralds dans Sonic 2, c'est celui où tu te balades avec des boules là? Où tu ramasses des boules sur une sphère? Non, c'est le half-pipe. Non, c'est le half-pipe nul. Ah ouais. Oui, certes. Non, dans les Blue Sphere, on va pas se mentir, c'est facile. Ouais, c'est dans Sonic 3 et Knuckles. C'est beaucoup plus facile que le half-pipe ouais, de Sonic mais 2. Ça coche pour moi beaucoup plus la case de la carte, la case aléatoire, en réalité. En tout cas, de mon point de vue. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, c'est pas ta hot take, c'est la mienne. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais je suis quand même pas d'accord. Ah bah, encore heureux, parce que si tout le monde était d'accord avec les bêtises que je disais... avec moi, les réseaux sociaux. Allez, tous ensemble, nous pouvons pourfendre l'hydre. Ces podcasteurs prétentieux, là. Ah, c'est terrible, incroyable. Débarquer comme ça et penser que des opinions complètement claquées au sol ont la moindre valeur, c'est terrible. Mais fou. Toujours est-il que du coup, si je vais mettre un nom sur le concept, parce qu'on est aussi là pour ça, Tex et Slowburn, ce serait d'appeler ce sentiment de cette fois c'est la bonne, le cette fois c'est la bonitude. Non, je vais appeler ça le Sonic 2 gagnant. je doute que ce soit le prochain terme hip dans la presse JV. Mais il y a une tentative et j'apprécie ça, les tentatives. On est là pour ça, on est là pour découvrir de nouvelles idées et parfois ce sera intéressant, parfois ce sera rigolo, parfois ce sera complètement n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas tout seul pour le découvrir. Du coup, je propose qu'on s'arrête là pour cette émission. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais envie de dire à propos des roguelikes, des roguelites, des jeux 16 bits et de Sonic 2. Je vous rappelle que Hot Tex et Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter l'autre podcast du réseau, Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu animé par Paul ici présent. Ouais, mais pas que par moi, il y a aussi beaucoup mes aficionados. Et je serais rien sans mes aficionados. C'est vrai, que serions-nous sans les aficionados? Un immense merci du coup à Studio Carton C pour nous accueillir en leur sein. Merci à toi Paul pour monter cette émission à chaque fois et faire en sorte qu'elle soit audible par nos auditeurs, nos auditrices. Ouais, de rien.
Un immense merci à Simon pour la musique du générique. Vous pourrez retrouver le lien vers la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Un immense merci à vous, évidemment, qui nous écoutez et qui faites que ça vaut le coup de continuer à faire cette émission de C'est Mort. Et Paul, est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors on peut me retrouver du coup une fois par mois chez Pragmastic. On peut me retrouver genre vaguement une fois de temps en temps sur Twitter à @zatpoyo THATPOYO. Peut-être que dans quelques temps vous me retrouverez sur le online de Guilty Gear Strive, mais j'en doute assez fortement. Mais sinon, non, vous pouvez me trouver sur Twitter. Je vais pas vous donner mon adresse. Très bien, ça marche. Eh bien, écoutez, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je suis Mythlamite et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut! Et du coup, c'est là qu'on met la musique de Choco, qu'il a dit qu'il était pas bien, qu'il fallait que tu prennes un vrai mec. Il a dit ça. Ouais, il a vraiment dit ça.